C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillot-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dermatose bovine, accord du traité de libre-échange sur le Mercosur. Les agriculteurs ont sorti leurs tracteurs et leur colère, déjà empêtrés dans le lisier du budget. Sébastien Lecornu est devenu le pompier de la République en tentant d'éteindre les départs de feu. Routes bloquées, voies ferrées entravées, violence. La perspective d'un pays bloqué pour les fêtes donne des sueurs froides au gouvernement. Visiblement, la ministre de l'Agriculture ne s'en sortait pas toute seule. Le Premier ministre a dû reprendre la main et convoquer des réunions et encore des réunions. Finalement, Sébastien Lecornu est devenu le monsieur crise du gouvernement, une sorte de couteau suisse d'Emmanuel Macron. Oui, c'est le cas, mais c'est pas le Premier ministre à être confronté à une telle crise. On se souvient de Gabriel Attal, à peine rentré en fonction, exactement, qui avait dû aussi apporter des réponses à des agriculteurs en colère. Il avait fini effectivement sur une botte de foin. Et le problème, c'est que ça soit Sébastien Lecornu, mais auparavant François Bayrou, auparavant Gabriel Attal et auparavant encore Elisabeth Borne et tous les autres, c'est que ils essayent en fait d'apporter des réponses à ce qui est demandé par les agriculteurs, mais ce sont des réponses qui restent très superficielles. On a un problème systémique, structurel en fait avec notre agriculture, qui est lié à l'inscription de la France dans une économie mondialisée, le fait que les biens et ce qui est produit par l'agriculture, eh bien, ça peut passer les frontières. On a un problème de savoir qui, en fait, produit de la valeur ajoutée et qui capte cette valeur ajoutée dans l'économie agricole. On a de moins en moins d'agriculteurs. Au début du siècle, ils étaient plus de 70%. C'était 70% de la population française. C'était une autre France. C'était une autre France. Exactement. Et un autre monde aussi, d'ailleurs. Exactement. Il y a eu la mécanisation, il y a eu les pesticides, etc., qui ont permis. Alors mon cher moins. Pablo, vous en tirez quelle conclusion? J'en tire comme conclusion. Parce que là, une description que je trouve à la fois pertinente, sur certains points un peu excessive, mais enfin, c'est mon point de vue. Tout à fait raison. Que doit-on faire? Ma conclusion, c'est que ce système a besoin d'être repensé en fait de fond en comble. A besoin que on se dise, ok, qui produit aujourd'hui, qui produit notre alimentation, à quoi elle sert, à quel prix on le vend, comment est-ce qu'on s'assure en fait que les acteurs en fait qui participent de la production agricole. Mais ça c'est le marché. À quel prix non mais justement, ça c'est pas possible. Alors, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas. Ce que vous venez de dire, Roselyne, c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas laisser l'agriculteur comme étant juste un simple bien du marché, parce que sinon effectivement on va se faire écraser. On va se faire écraser en fait par tous ceux qui vont nous envahir en fait avec leurs produits qui n'ont pas les mêmes normes. Est-ce qu'on a envie de manger sainement? Oui. Est-ce que nos voisins ont envie de manger sainement? S'ils répondent à cette question par non, moi je ne veux pas avoir à bouffer leur merde, pour le dire clairement. Voilà. Alors Dominique. C'est une vision très noire. Non, je voudrais que vous me rassuriez, cher Pablo. Il faut retrouver le sens du dialogue, des racines, enfin en sachant qu'on n'est pas dans le même monde, mais tout ça pour dire, rassurez-moi, c'est pas en s'enfermant dans l'hexagone qu'on va trouver la solution. Non, parce que votre approche, c'est souvent le cas, et c'était un petit peu, sans être malicieux, un peu le cas là, c'est une économie mondialisée. Certes, pas n'importe quelle mondialisation, mais l'idée qu'on puisse se retrouver entre nous seuls, Gaulois, Gaulois et assimilés, mais c'est pas possible. Là, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, mon point de vue est assez simple, c'est que sur les questions d'alimentation, le fait que l'on essaye de consommer en fait des choses qui ont été produites le plus proche de soi possible en termes de kilomètres, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça n'empêche pas la contagion des bêtes telle qu'on la voit actuellement. Tout à fait. Ça c'est une autre question. Ah oui, Quoique les raisons en fait pour lesquelles aujourd'hui il y a un choix stratégique qui a été fait par le gouvernement de
assez peu vacciner, mais d'abattre beaucoup à la moindre bête, alors même que les syndicats... On va beaucoup vacciner maintenant. Non, mais la Confédération paysanne et la coordination rurale demandent, depuis le début, une vaccination massive pour éviter précisément que soient abattues les bêtes. Et le gouvernement est là, ah bah oui, mais ça coûte cher, ah bah oui, mais le problème c'est que si on vaccine tout le monde derrière, on aura du mal à exporter notre viande. Et donc ils sont obsédés en fait par cette idée d'exporter la viande. Et en plus de ça, comme Roselyne l'a dit, il y a en même temps, comme par hasard, le Mercosur, c'est-à-dire la possibilité d'exporter. Mais non, mais tout ça, en fait, on va y venir au Mercosur, si vous voulez bien. Mais vous avez cité deux organisations, l'une qui a des racines très à droite, l'autre très à gauche, qui effectivement conjuguent leurs propos pour dire à la fois une chose vraie, la détresse immense des agriculteurs et singulièrement des éleveurs aujourd'hui. Deux, la nécessité, enfin ils le disent qu'à moitié, mais j'espère qu'ils le disent quand même aussi, qu'on retrouve les chemins d'une forme de dialogue, ce qui me frappe. Il n'y a pas que, Dieu merci d'ailleurs, il n'y a pas que les extrêmes d'un côté, les extrêmes de l'autre. Oui, pardon. Oui, mais ce que vous dites est très intéressant parce que justement, est-ce que note bien. Les fragilités de cette profession, Pablo l'a dit, mais la conséquence est qu'on voit émerger effectivement depuis quelques années deux syndicats minoritaires, la coordination rurale qui est proche de l'extrême droite et la confédération paysanne qui est à gauche, avec au milieu la grosse et puissante FNSEA. Oui, mais... Donc, est-ce que ça... Non, mais ma question est là-dessus, de rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que, n'est-ce pas, à l'image du paysage politique, c'est-à-dire un centre et deux extrêmes? Alors, je ne pensais pas que vous arriviez à ça, mais je sais pas, c'est vous qui m'avez donné l'idée. Non, mais on partage des analyses devant une situation qui bouge sans arrêt, qui est complexe et qui est, par certains côtés, poignante pour les intéressés. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Et je traduis de la façon suivante. Où est passée réellement la FNSEA? Pendant très longtemps, attention, pas 6 mois, pas 2 ans, pendant 40 ans, hein, la FNSEA, c'était le pivot structurant du monde agricole, tolérant sur les marges des extrêmes, les deux extrêmes, mais qui était l'interlocuteur privilégié des gouvernements successifs et qui avait d'autre part quelque chose à dire. Mais où est-elle? On a l'impression qu'elle est à la fois débordée parce qu'elle n'aurait plus, en tout cas pour nous électeurs, citoyens, journalistes accessoirement, que dit-elle? Je n'ai pas encore entendu quelque chose de très clair. Et d'autre part, la détresse des éleveurs, des agriculteurs, se nourrit de cette impasse, c'est-à-dire au milieu, au centre, je préfère dire centre plutôt que milieu, au centre, où sont ceux qui, avant, non pas prétendaient avoir le monopole de la vérité sur l'avenir du monde agricole, mais avaient quelque chose à dire. Où sont-ils? On a l'impression qu'ils se sont un peu, eux aussi, hein, je vous rejoins aussi peut-être sur sans vouloir vous compromettre sur ce plan-là, on a l'impression que quand même c'est des... ils sont hors sol. C'est un peu c'est pas des technos, c'est des... Involontairement, dans ma générosité, je vais l'admettre, mais ce sont un peu des arrogants qui vivent dans leur monde et qui ont laissé, dans la détresse des deux côtés, ils se raccrochent à qui s'occupe d'eux. Oui. Alors, pour moi, le principal problème de la FNSEA, qui est effectivement numériquement le plus gros syndicat agricole, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'il est en co-gestion, en fait, du secteur avec l'État. Et c'est ce qui lui est reproché par les deux... Ce qu'on reprochait à la CFDT à une époque. Ouais, mais là, c'est encore plus intégré. Et Dominique disait, je ne comprends pas, là, par exemple, on n'entend pas la FNSEA. Mais la raison est assez simple. C'est parce que la stratégie qui a été celle d'Annie Genevard de dire, par exemple, sur la dermatose, nous allons abattre tout le cheptel à la moindre vache malade et nous allons avoir une politique de vaccination ciblée,
elle a été décidée avec la FNSEA. Et c'est ça. Ça a été décidé par un comité scientifique. Et bien sûr, sûr par un comité scientifique. Mais ce que je veux dire, c'est que cette intégration en fait dans les structures du pouvoir de la FNSEA et l'absence en fait de perspective et d'horizon apporté aux travailleurs et aux travailleuses du monde agricole fait que, oui, vous avez des syndicats qui, sur les marges, comme vous avez dit, commencent à prendre de plus en plus d'importance. Et c'est eux qui portent la détresse. La FNSEA ne peut pas porter la détresse des agriculteurs puisqu'elle est comptable. Elle est considérée comme comptable et responsable de la situation dans laquelle aujourd'hui sont les agriculteurs. Pablo, je ne vous suivrai pas dans ce que vous êtes en train d'esquisser. Je sens que vous pourriez aller beaucoup plus loin, faire le procès de la FNSEA. La FNSEA a joué un rôle que je qualifierais plutôt d'influence forte pendant 40 ans, presque même un demi-siècle, auprès des gouvernements successifs, ce qui n'a pas, dans tel ou tel cas ou tel autre, empêché que des crises éclatent. C'est pas un coup de baguette magique. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement... Alors, si on quitte le décryptage, je vous suis, mais le décryptage purement syndical avec la FNSEA en crise ou en crise d'identité, puis les deux groupes aux deux bouts, là, extrêmes, etc. Il y a quand même un monde qui change complètement. Jusqu'à quel point pouvons-nous et devons-nous suivre les arbitrages de la Commission européenne? Qui décide? Mais je redescends de 3 crans. Ce qui me frappe, c'est comme dans le monde politique, je ne mets pas en accusation la ministre qui se débrouille honorablement et qui est un peu dépassée par la situation. Oui, mais qui sont les gens qui comptent aujourd'hui dans la société française? Non, mais il y a un vrai problème. Chaque fois, il y a une nouvelle crise. Là, elle est grave, elle est sérieuse, elle n'est pas terminée. La crise du monde agricole et des éleveurs. Mais qui incarne une parole d'État respectueuse des diversités, capable de dialoguer et qui permet de trouver au bout du compte, éventuellement, ce n'est pas un gros mot, on l'a dit plusieurs fois, je le répète, au prix de compromis, de trouver des solutions. On a l'impression d'un espèce de grand vide qui fait un peu froid dans le dos. Alors, c'est les extrêmes qui donnent le ton. Bon, je suis pas sûr. Moi, c'est pour ça que je faisais cette comparaison avec le monde politique. Oui, mais en vérité, ce que traduit en fait cette situation de crise qui se répète maintenant, c'est l'absence d'horizon. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut revenir. Moi, je descends encore de 3 crans. Non, l'absence d'horizon, c'est un truc capital. Descendez pas trop, parce que... Non, mais c'est-à-dire aujourd'hui, un agriculteur, il vit mal. Il vit mal parce que il a des conditions de travail qui sont il y en a qui vivent bien très dures. Oui, pas tous les agriculteurs. Il y en a qui vivent bien. Si vous voulez. Non, mais... je veux dire, on peut toujours dire il y en a qui vivent bien. Alors pourquoi ils sont en crise? Tiens, pourquoi ils sont fâchés s'ils vivent bien? Roselyne, vous n'avez pas... Non, c'est pas eux. Ça veut dire que c'est pas eux qui tiennent. Parce que qui conduisent le peloton. Oui, mais moi dans ma famille, j'ai des gens qui sont. Oui, mais moi vivent bien. Moi dans ma famille, j'ai des gens qui sont des éleveurs et des éleveurs de vaches. Je peux vous dire que en fait, se lever à 4h du matin pour aller traire les vaches tous les jours et qu'à la fin et que t'as pas le droit de prendre de vacances parce que ni de week-end parce que les vaches il faut les traire tous les jours. Non, mais ils peuvent pas parce que les vaches il faut les traire tous les jours, qu'ils n'ont pas les moyens en fait d'embaucher des gens sur les périodes justement de carence, c'est-à-dire le week-end et les vacances. Et que à la fin, leur salaire, il est, si on compte bien tout, etc., il est à peine de 800 balles. Je suis désolé, mais on ne peut pas dire que ces gens, que ces éleveurs vivent bien. On n'a jamais dit qu'ils vivaient bien. On a dit qu'il y a des, non, parce que là, oui, les grands céréaliers vivent bien, ça, d'accord. Voilà. Ah tiens, par hasard, une catégorie est quand même citée au passage. Oui. On ne dit pas que des bêtises. Non, mais ce que on n'a pas dit que tout le monde vit bien. Ce serait quand même un comble. Mais moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, si on veut continuer en fait à avoir des agriculteurs en fait qui arrivent en fait à vivre dignement de leur travail, qui arrivent à avoir une juste rémunération et des conditions de travail correctes, il faut repenser la chaîne. C'est-à-dire
en gros, ils ont leurs vaches, ils produisent leur lait ou alors ils en font de la viande. À qui ils le donnent? Genre, c'est quoi les intermédiaires? À combien à la fin, genre, le consommateur en fait va acheter cette viande ou ce lait? Et ça, il faut le repenser. Mais il faut le repenser clairement. Et aujourd'hui, et avec le Mercosur, ils sont perdants. Ah là, le Mercosur, c'est encore pire. Genre, vous avez là, pour le coup, les agriculteurs sont farouchement contre. Ils sont là, genre. Les industries vont être gagnantes. Pablo est bien briefé par son ami ou parent agriculteur. Mais bien sûr, mais oui, d'accord. je les écoute. Alors maintenant, chaque fois qu'il sera question, moi je peux pas faire état de cela, peut-être en remontant à 3 générations, mais c'est pas le cas. Mais chaque fois qu'il y aura un sujet, j'essaierai de trouver dans mes proches quelqu'un, je parlerai avec lui ou pas, etc. Et je dirai voilà ce qu'il faut faire. Non, Pablo. J'écoute aussi la Confédération paysanne. Hein, oui. Ah je suis sûr qu'il est de mèche avec la. Non, il ne l'est pas. De mèche, il a le droit. Il a le droit. Proche de la FNSEA parce que genre de fait, ils sont adhérents à la FNSEA. Pour être dans des coopératives qui leur permettent ensuite de s'acheter des appareils. Moi, j'ai vu ce matin sur une chaîne de télévision un reportage en direct dans le Sud-Ouest. Est-ce que c'était l'Ariège peut-être? Je ne peux pas être catégorique, etc. Avec des gars des éleveurs, des agriculteurs, etc. qui avaient fait des barrages, qui tenaient des barrages jour et nuit depuis déjà plusieurs jours, qui étaient en colère, mais qui commençaient à tenir dès lors qu'on s'intéressait à eux, dès lors qu'on les écoutait, dès lors qu'on leur donnait la parole, dès lors qu'on disait qu'il y avait autre chose que le statu quo, qui commençait à tenir un discours. C'est pas un gros mot, responsable. Allez, on va pas chaque fois qu'il y a Pablo, chaque fois qu'on va se retrouver, il y aura un nouveau sujet sur un autre, et chaque fois on va dire oui, le truc le plus extrême, c'est forcément non. Mais c'est pas le plus extrême. Écoutons ceux qui ont le sentiment de ne pas l'être. Dominique, c'est bien en fait de discuter, c'est bien de s'écouter, de trouver des compromis ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, la chose la plus importante, c'est de trouver une solution en fait pour ces agriculteurs et ces le compromis, c'est pour déboucher sur une solution. Vous dites ça vit bien, genre c'est quand même la profession dans laquelle il y a le plus de suicides, c'est quand même la profession. Bah non mais c'est pas, faut pas faire comme ça. C'est une réalité en fait aujourd'hui de la vie de nos agriculteurs. Et à la fin, ça pose une question en fait sur l'ensemble de la France, parce que moi je vois bien là tous les partis qui se préparent au présidentiel, qui t'expliquent que genre oui ils ont des grands trucs pour l'alimentation. À gauche par exemple, tout le monde veut la sécurité sociale alimentaire ou je ne sais quoi, s'assurer qu'on mange bien, c'est super. Mais le faire sans les agriculteurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute solution sans les agriculteurs serait vouée à l'échec total. Et donc les agronomes ou les énarques qui rentrent chez eux et qui laissent parler les travailleurs et les travailleuses. Parlez de vos amis politiques. Oui. Avant de parler des. Je parle d'eux. Merci. De ceux dont vous venez de parler. Il y en a des agronomes. Merci tous les deux. Dominique, vous n'avez pas mis votre pull de Noël? Oui. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai hésité. Il est sans couleur celui-là. J'ai hésité. Que ce ne soit pas vécu comme une critique pour le choix qu'a fait Pablo, mais j'ai trouvé que pour mettre un pull de Noël, alors je le mettrai à retardement, il faut qu'il y ait une ambiance politico-psychologique et nationale dans le pays qui m'autorise à me sentir à l'aise moi. Mais je suis ravi parce qu'il le met pour deux. Voilà, c'est bien. Il le met pour deux. Je te le prêterai la Merci. Voilà. Merci Pablo, on adore vos pulls. Merci, à très vite et on se retrouve en 2026. Merci à tous, merci.